Alors, je vous le montre. On en a discuté avec Wilfried hier, mais c'est lui qui m'a indiqué que ça devait être notre principale actualité aujourd'hui. Donc, je l'ai écrit en gros. Ça, j'ai clair. Les taux, comme dirait Jean-Pierre Petit, les taux. Ouais. Et il a raison. Il faut toujours regarder les taux, mais il y a, bon. Prime de risque géopolitique, parce que là, on entre dans l'ère de la dinguerie totale. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est une économie américaine qui est archi robuste, des indicateurs d'activité qui restent vraiment sur une très forte tendance, le marché de l'emploi qui va plutôt bien, l'inflation qui reste consistante. Tout ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne des taux 10 ans qui sont peut-être en train de déraper. On est à 4,3% sur la dette américaine. Et là, il y a aussi la menace d'une défaisance pour faire pression sur la politique américaine. Mais au-delà de ça, on a de grosses interrogations. Et on le disait hier dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer, est-ce que le biais, en ce moment, ce ne serait pas que les banques centrales se disent là, on a tous les arguments pour les faire grimper, nos taux, et pas pour les faire descendre. Est-ce que le paradigme n'est pas en train de changer en ce moment, Wilfried Galland ? Alors, je pense qu'il faut dissocier en fait les mouvements de marché des taux et ce qu'on peut en déduire sur le plan purement fondamental. On a déjà quelque chose qui se passe de très significatif et de très structurant au Japon. Et ça, je pense qu'il faut quand même le dire et le redire. On a atteint hier 2,4% sur le 10 ans japonais. Enfin, ce sont des chiffres qu'on n'a plus connus depuis les années 90. Donc, c'est absolument considérable. Et le Japon, c'est la source de financement principale de l'économie mondiale. Je rappelle que le Japon, c'est le premier détenteur de dette américaine aussi. C'est les créanciers de tout le monde, le Japon. Exactement. Et donc, s'il y a effectivement un mouvement fort qui se passe du côté de la dette japonaise, parce qu'il y a cette crainte de la dissolution qu'a décidé Sanae Takeishi et qui pourrait arriver à une situation un peu à la Liz Truss, en fait, voilà, mini-budget maxi. Voilà, mise en échec et mat des institutions financières. Voilà, exactement. Et donc de déstabilisation financière très forte du marché des JBJ et sur le fait que ça peut avoir des effets de bord quand même très forts sur les autres marchés. Et puis, à partir du Japon, effectivement, si on regarde depuis le Japon vers l'Est, en fait, on regarde vers les États-Unis. Là, on a deux éléments. On a un premier élément qui est un élément de pur marché, qui est un élément de crainte sur la déstabilisation du système financier américain par à la fois des pressions géopolitiques, des mesures de rétorsion. On a quand même entendu hier des réponses à des interrogations qu'on croyait quand même réservées au cœur des salles de marché quand on se faisait des blagues. C'est-à-dire que quand on voit Scott Bessent réagir en disant la réaction des Européens sur la vente potentielle de titres américains ne serait pas logique, nous avons la meilleure économie, commencer à se défendre de ce point de vue-là. La fameuse note de Deutsche Bank qui a suscité, je l'ai su plus tard, l'appel du PDG de la Deutsche Bank à Scott Bessent en disant qu'il ne souscrivait pas à l'analyse de son analyste qui recommandait, qui disait qu'en fait il y avait quand même un souci sur la dette américaine. Tout ceci en fait compose un contexte qui est un contexte de marché qui est extrêmement anxiogène. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement l'économie globale n'est pas inflationniste aujourd'hui. Oui. Donc il n'y a pas de fondamentaux à ce que les banques centrales se disent il va falloir absolument qu'on redresse les taux. En revanche, on a des mouvements, et je terminerai par là, très forts du fait de ces mouvements de marché, maintenant sur la totalité de la courbe des taux, sur la pontification qui devient extrêmement élevée à certains endroits. Lorsque la Fed a commencé à baisser ses taux en septembre 2024, le 10 ans US était à 4%. Oui, il était à 4. Ouais. Donc, voilà. Donc maintenant, on est à 4,30 alors qu'on a baissé de 175 points de base. C'est ça. Donc on a effectivement une énorme pontification. Donc la réaction des banques centrales, ça pourrait être à l'inverse de dire est-ce qu'on ne met pas de nouveau en jeu des outils de contrôle de la courbe des taux ? Et là, on sait que les marchés peuvent réagir de façon très volatile, au moins dans un premier temps. Bon, Laurent Grassin, la courbe des taux, la pontification et l'agitation sur l'obligataire, ça a des conséquences directes sur l'épargne, sur l'investissement, sur notre économie de tous les jours. Est-ce qu'on entre en zone de très forte volatilité sur les taux ? On a vu que c'était rarement profitable à l'économie. Ou est-ce qu'on est en train de jouer à se faire peur, selon vous ? Je pense qu'il y a un peu de ça. On avait déjà eu une alerte, souvenez-vous, dans Trump sur les tarifs. Bien sûr. On en a même parlé sur ce plateau. Et là, Jamie Dimon était venu le voir en disant bon, on va tout voilà, donc les je pense que là aussi, si la situation venait à trop déraper,
les États-Unis aussi seraient contraints d'agir et de se calmer. Je pense qu'il y a effectivement, Wilfried le disait très bien, beaucoup d'éléments de contexte. On revient sur le Japon. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des échéances électorales, puisqu'effectivement, la nouvelle Premier ministre va dissoudre la Chambre basse, les élections le 8 février. Et puis, elle a annoncé quand même, puisque... Au Japon, il y a quand même aussi le problème de l'inflation, notamment sur les prix alimentaires. Donc, cette suspension de la taxe à la consommation qui rapporte, je crois, bon an, mal an, 25-30 milliards d'euros, sans véritablement trouver d'alternative en termes de recettes en face. Donc, c'est vrai que ça fait un peu un moment Liz-Truss là-dessus. Donc, ça a eu un effet direct sur les taux japonais, la faiblesse du yen. D'ailleurs, Bessent, là aussi, est arrivé à la télé américaine pour commenter en disant « Non, mais ce qui se passe sur les taux, ça n'a rien à voir avec les taux américains. C'est ce qui se passe au Japon. » Donc tout de suite, il a allumé aussi le contre-feu là-dessus. Je pense que l'Europe, effectivement, on l'a dit, c'est quoi ? C'est 3600 milliards, je crois, de treasuries qui sont détenus en Europe. Si on rajoute les actions, on arrive à quelque chose comme 8000 milliards. Je ne vois pas quand même trop actionner ce dispositif et commencer à vendre massivement même si on a vu effectivement cet exemple qui est assez anecdotique du fonds de pension danois. Oui. Mais voilà, je pense qu'on qu'on joue pas mal à se faire peur. Ouais. Après, le marché, c'est aussi la confiance. Donc ça ajoute, encore une fois, à force d'ajouter des gouttes de risque et de crainte dans un contexte inflammable... Attention. Les esprits animaux des marchés sont toujours prêts de se déclencher. Exactement. C'est ça. Et puis ça peut se passer très très vite et très violemment, on s'en souvient. Moment intéressant, parce que vous nous dites, Wilfried, il faut revenir aux fondamentaux en matière de diagnostic de l'économie pour les banques centrales. Et si on regarde bien, si on revient aux fondamentaux, nous, quand on regarde les marchés et qu'on gère de l'épargne et des investissements, finalement, cette année 2026, alors hors l'éléphant dans la pièce... elle commence pas si mal, finalement, du point de vue fondamental. C'est une année ordinaire, vous nous dites. Moi, j'avais très paradoxalement, avec évidemment, un peu de provocation, je disais finalement 2026, c'est une année ordinaire. En fait, quand on voit le début d'évolution des marchés, cette année, on a une temporalité qui est extraordinairement classique. C'est-à-dire qu'on se situe dans les 2 premières semaines de janvier, exactement dans la continuité de l'année précédente, c'est-à-dire dans une continuité haussière. Ensuite, à la 3e semaine de janvier, pour souvent plein de raisons, là en l'occurrence, ce sont des raisons géopolitiques et des raisons japonaises, on a la volatilité qui se déclenche et ça dure en général on va être un petit peu pédant, jusqu'aux ides de mars, puisque c'était la fameuse l'assassinat de Jules César autour du 15 mars, qui était réputé en termes boursiers comme étant l'ouverture d'une nouvelle phase. Après la phase d'inquiétude et la phase de montée des tensions, c'était une phase effectivement où on pouvait reprendre notre chemin. Finalement, on est aujourd'hui en tout cas dans cette temporalité-là avec des chiffres économiques, en particulier en provenance des États-Unis et même en provenance de l'Europe, qui sont plutôt assez rassurants, en tout cas supérieurs à ce qu'on attendait. On n'a pas aujourd'hui de chiffres qui nous disent qu'il y a un effondrement, une récession, et j'en veux pour preuve le chiffre qui pour moi est le plus important qui est tombé aux États-Unis, c'est la productivité au dernier trimestre. On est à 4,9% de croissance en rythme annuel de la productivité. Le trimestre précédent, on était déjà à 5%. Ça veut dire qu'on est sur des niveaux de progression qui sont absolument considérables et qui pourraient nous donner une croissance américaine à la fois forte, c'est ce que nous disent aujourd'hui des indicateurs que produisent un certain nombre de Fed, la Fed d'Atlanta, la Fed de New York, et en plus désinflationniste, puisque la croissance de la productivité aujourd'hui est supérieure à la croissance des salaires et des revenus aux États-Unis. Oui, mais j'allais vous dire, Wilfried, encore heureux, les Américains, maintenant ils ont 2-3 emplois, les multi-emplois, c'est la majorité du marché du travail. D'un point de vue de la stabilité et de la solidité du tissu social américain, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Là, je me plaçais uniquement sur le point de vue des chiffres agrégés macroéconomiques, et effectivement, le problème supplémentaire que ça pose, c'est si effectivement on va trop loin. C'est paradoxal, on va trop loin dans la hausse de la productivité, ça veut dire qu'on peut avoir un énorme problème d'emploi, et si on a un énorme problème d'emploi, on peut avoir un problème de consommation. Pour l'instant, les équilibres sont plutôt bons, on est plutôt sur une ligne de crête, mais qu'on tient plutôt pas mal. Alors quand on est sur une ligne de crête, il faut quand même être bien accroché.